Nous retrouvons donc nos chers invités Horus Donkovi, Adam Adjronou et Germain Pouli. On quitte aussi Tripoli pour Ouagadougou. Le gouvernement du Burkina Faso a été démis de ses fonctions. Ce 8 décembre, le Premier ministre a remis une lettre de démission au président Roch Marc Christian Kaboré. L'annonce a été faite par le secrétaire général du gouvernement à la télévision. Roch Marc Christian Kaboré, le président du Burkina Faso, a mis donc fin aux fonctions du Premier ministre Christophe-Marie Joseph Dabiré. Allez, Horus Donkovi, en fait, c'est la tête de Christian Kaboré que les Burkinabés cherchaient. On peut dire qu'il a sacrifié une tête. Alors, mettons que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'opinion publique burkinabé, il y a certains, je vois, qui auraient peut-être voulu que, disons, le chef d'État, qu'on connaît un autre chef d'État, une nouvelle tête. Après, la question est de savoir est-ce que ça aurait été la meilleure des solutions. Là, le président Kaboré fait un remaniement, il change d'homme. J'espère qu'il s'agit de chercher quels sont ceux qui sont les plus à même de gérer la situation actuelle au Burkina. Maintenant, ceci étant dit, le problème qui se pose, c'est que ça montre, si vous voulez, une certaine instabilité au niveau du leadership politique, économique, financier du Burkina, et c'est dangereux pour un pays qui est en crise, parce que justement on s'attend beaucoup plus à avoir de la cohésion au niveau de l'État. Lorsque vous prenez, alors on va un peu être flexible dans le parallèle, c'est quand vous prenez le cas de l'Éthiopie, vous avez un Premier ministre qui à un moment change sa casquette d'homme politique pour une nouvelle casquette, c'est celle de meneur de troupes, et qui arrive à mobiliser autour de lui, aller au front. Alors, non pas seulement il mobilise l'armée autour de lui, mais il mobilise aussi la population autour de lui et arrive à faire en sorte que le peuple focalise sur la défense de l'État. Donc il arrive à surseoir à toutes les frictions politiques, à toutes les gymnastiques qui ont quelque part conduit à l'état actuel de l'Éthiopie. Ben, je pense que le défi du président Kaboré, c'est aussi ça. Parce que je ne vois pas comment un État peut se défendre valablement en ayant autant de tribulations au sein de l'État, en étant toujours dans si vous voulez, un certain jeu vicieux où se mêle politique, économie, finance et ainsi de suite. Les Burkinabés réclamaient des réponses drastiques par rapport à ce qu'ils ont appris de la gestion de leurs armées. Ils réclament, si vous voulez, une gestion pratique et efficace de ce qui se passe au niveau sécuritaire, au niveau du Burkina. J'espère pour le président Kaboré que la démarche qui est celle de remanier le gouvernement est celle d'apporter des solutions à cela, parce que si après ce énième, disons, alors on a ce remaniement, mais on a déjà changé des têtes ont déjà sauté. Notamment le ministre voilà. de la Défense, de l'Intérieur de voilà, la sécurité. si vous voulez, si après ce remaniement-là, on retombe dans un certain nombre de travers, ou du moins on ne règle pas les problèmes qui se sont manifestés et qui ont été médiatisés, ça sera très compliqué pour le président burkinabé. Je pense que le défi actuel, c'est de pouvoir fédérer autour de lui et de pouvoir revêtir le manteau, plus du politique, mais de celui qui va à la défense de son État. Celui qui va à la défense de son État, en tout cas le gouvernement a déposé sa démission. Le président va désigner un nouveau Premier ministre qui va former son gouvernement. La priorité, sans doute, la sécurité, Germain Pouli. Oui, le premier problème aujourd'hui, c'est la sécurité. Il est évident qu'il y a des problèmes de pauvreté, la santé, l'économie, tout ce que vous voulez. Mais la priorité de l'heure, c'est la sécurité. Donc, les Burkinabés parlent d'un gouvernement de combat qui doit aller affronter donc l'insécurité généralisée dans ce pays et qui s'est exacerbée dans le mois de novembre avec la tuerie d'une 50aine de gendarmes, suivi dans ce mois
de quelques jeunes volontaires qui défendent la patrie, qui ont aussi trouvé la mort. Et donc, aujourd'hui, la priorité, c'est ça, lutter contre l'insécurité, le djihadisme, le grand banditisme. Et on attend un gouvernement de combat. Alors, quel est ce gouvernement de combat? Comment est-ce que le président Christian Roch, Marc Kaboré, va pouvoir le mettre en place? Et vous parlez d'un casting qui va être assez compliqué. Parce que s'il n'arrive pas à sortir des hommes de son chapeau magique qui vont rassurer un peu la population, ça voudrait dire qu'il n'a pas réglé le problème. Vous avez dit on réclamait sa tête. Et un bon stratège, il a offert la tête du Premier ministre comme fusible. C'est vrai, les gens se sont calmés. Maintenant, les Burkinabés attendent dans les meilleurs délais une nouvelle équipe gouvernementale avec des têtes qui doivent être connues par des Burkinabés comme des gens capables de relever le défi actuel, qui est aujourd'hui la lutte contre l'insécurité. Je ne sais pas comment le président s'y prendra. Il a calmé un peu la rue en leur offrant la tête de son Premier ministre. Ça aussi, c'est à ça sert un Premier ministre. Quand il y a des problèmes, il faut qu'il assume, qu'il rende la démission de son gouvernement. Il a bien fait. Et maintenant, il faut trouver une autre équipe et être sûr que cette équipe-là aura d'abord la motivation supérieure à celle que le gouvernement sortant avait, et ensuite aura les initiatives et surtout les moyens pour régler les problèmes, parce que théoriquement on peut avoir des idées, on peut avoir une bonne planification, une bonne vision des choses, mais dans la pratique, toutes les actions pratiquement méritent des moyens humains, il faut mobiliser, des moyens financiers surtout, et renouer avec la confiance des Burkinabés qui semblent aujourd'hui être nombreux à dire que le président actuel n'est pas l'homme de la situation. Et donc, pour prouver qu'il est l'homme de la situation, il doit pouvoir trouver maintenant ces hommes et ces femmes-là qui, dans la prochaine équipe gouvernementale, vont rassurer les Burkinabés, qui seront en tout cas à pied d'œuvre pour régler leurs problèmes. Alors, Christophe Marie-Joseph Dabiri est là à Damadjornou depuis janvier 2019. Ça fait bientôt 2 ans. Ouais, 2 ans ou bien 3 ans. Bientôt 3 ans. Alors que l'insécurité était au Burkina Faso depuis quelques années, est-ce que offrir la tête de son Premier ministre et des ministres va pouvoir résoudre le problème? Vous savez, avant même de répondre à cette question, il faut partir d'un certain nombre de fondamentaux liés même à la vie des Burkinabés. Aujourd'hui, ce dont ils ont besoin, c'est justement vivre en paix et en sécurité. Je pense que ce sont des idéaux pour lesquels on est lié également un président de la République. Donc peu importe l'environnement, qu'il soit aujourd'hui un environnement qui est pratiquement partagé par plusieurs autres pays. D'ailleurs, même c'était les motifs pour lesquels, entre-temps, lorsque les oppositions au niveau de ou les concurrents du pouvoir au niveau du Burkina Faso avaient voulu mettre en avant cette question sécuritaire comme état donc le rempart crédible pour lequel le président avait échoué. On l'avait expliqué par la raison pour laquelle le président Kaboré avait gagné les élections. Ils ont dit tout simplement que ceux qui sont en train de proposer aujourd'hui, je vais parler des opposants, qui étaient donc en lice avec le président Kaboré, n'offraient pas une garantie crédible à pouvoir véritablement donner des gars de solutions crédibles pour leur dire voilà, on était donc prêt à pouvoir changer la donne compte du fait qu'on vous offre quelque chose qui permettra de lutter contre les élections. Et ça, moi j'avais donné vraiment raison à cette population burkinabé. Plus de toutes les façons, il est très difficile que ce soit la tête de Roch-Marc Christian Kaboré qu'on cherche. Il est très difficile de pouvoir le remplacer par quelqu'un qui propose une alternative crédible, pouvoir mettre fin, disons, aux exactions liées à l'insécurité du pays. Mais ce que moi je conteste, c'est vrai que je l'ai dit ici, entre-temps, lorsque nous abordons ces questions sécuritaires liées donc au Burkina Faso, je le disais, il y a tous les clichés contribuant à avoir les mêmes éléments qui ont conduit à la chute de Blaise Compaoré sont aujourd'hui là. Et c'est vrai que
nous ne voyons pas cette communauté internationale, que ce soit au niveau de la CEDEAO, l'Union africaine, qui passe donc sur des mécanismes d'alerte précoce pour envoyer des experts pouvoir donc calmer un peu les jeunes. On ne les voit plus, on ne les sent plus pratiquement. C'est vrai qu'on peut les accorder un petit bémol lié au fait que nous avons aujourd'hui plusieurs zones d'instabilité institutionnelle dans la sous-région, ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont plus préoccupés par des pays où cette situation d'instabilité préoccupe davantage la CEDEAO. Ouais. Mais au même moment, je pense que la CEDEAO devait encore faire davantage aujourd'hui, plus demain, pour éviter à ce qu'on ait une zone d'instabilité institutionnelle plus. Parce que c'est ce qui est en train de se passer au niveau du Burkina Faso. Sauf qu'ici, nous avons vu le président Roch-Marc Christian Kaboré qui use d'un certain nombre de tact qui permet aujourd'hui de pouvoir tenir la dragée haute face aux propositions ou pratiquement à ce que veulent donc les Burkinabés. Il tient aujourd'hui la route, mais pas pour sitôt, parce que la résolution de cette question est intrinsèquement liée à la résolution de la crise sécuritaire. Et on l'a vu récemment lorsqu'il a félicité le nouveau chancelier allemand. Vous avez vu les commentaires qui s'en ont suivi. Les gens disent que ce n'est pas ça qui leur préoccupe. Nécessairement, il faudrait quand même qu'ils puissent trouver des solutions à résoudre la crise au niveau du Burkina que d'aller saluer un chancelier allemand. Voilà. C'est ça, non, Germain Pouli. Tout à fait. Or, c'est une tradition diplomatique qui incombe à chaque chef d'État de pouvoir le faire. Mais on oublie cette question-là. Ça voudrait dire que sur toute la ligne, les Burkinabés n'ont que la tête à ça. Ils veulent véritablement qu'on puisse trouver des solutions à résoudre cette sécurité. Peu importe ce qui... Donc, ils oublient les traditions diplomatiques, etc. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, il faudrait quand même que soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau de l'Union africaine, qu'on puisse mobiliser les énergies nécessaires. Sinon, nous sommes à un pas pratiquement d'une zone bis d'instabilité institutionnelle et ce n'est pas bon pour la CEDEAO en ce moment précis. Alors, en parlant de Cassine Oris Donkovi, vous pensez qu'il faut des militaires à des postes clés pour la sécurité du Burkina Faso, défense, sécurité, administration territoriale et autres encore? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même des gens qui s'y connaissent. Maintenant, des militaires, pourquoi pas, mais il n'y a pas que le côté, si vous voulez, le côté militaire. Il y a aussi il faut aussi organiser la nation pour qu'elle puisse participer à l'effort de guerre. Il y a aussi le volet diplomatique. Parce qu'on ne peut prétendre assurer la défense du Burkina sans avoir une collaboration soigneusement ficelée avec les États voisins. Donc, mettons, si vous voulez, le casting doit être minutieux. C'est-à-dire ça doit être effectivement des gens qui s'y connaissent en termes de stratégie militaire, mais aussi ça doit être des gens qui s'y connaissent en termes de géostratégie, parce que dans cette histoire de terrorisme que l'on a en Afrique, on a aussi des mécaniques obscures qui nous échappent. Ces terroristes-là, ils vivent bien quelque part. Je vais vous donner un exemple. Lorsque l'on parle par exemple de Boko Haram au Nigeria, ce sont des personnes, on vous dit, qui kidnappent des jeunes femmes. Ces jeunes femmes, on en épouse certaines. Certaines font des enfants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont constituées. Ça veut dire que ces personnes, elles logent bien quelque part, qu'il y a donc un genre de no man's land, un genre de territoire de non-droit où ces personnes vivent, où ces personnes se développent, où ces personnes vivent en communauté. Ces personnes sont armées par quelqu'un. Elles sont équipées par quelqu'un. Elles ont, si elles arrivent à contrecarrer le renseignement moderne qui nous est fourni par des acteurs occidentaux, c'est-à-dire que ces personnes aussi bénéficient de renseignements. Donc très souvent, lorsque l'on parle de ces terroristes, on a tendance à, si vous voulez, nourrir notre imaginaire de personnes qui seraient analphabètes, sous-équipées, sous-entraînées, sous-encadrées, alors que dans les faits, lorsque l'on voit à quel point la défense de nos États sont menacées, on s'aperçoit qu'en réalité, ce sont des personnes très organisées. Si on peut avoir des groupes terroristes qui vont avoir des relais avec des islamistes d'Arabie Saoudite, des islamistes de divers pays,
Ben, ça veut dire qu'en réalité, ce sont des groupes qui ont quand même une certaine organisation, qui ont quand même, comment dirais-je, qui peuvent prétendre à certaines compétences sur lesquelles il faut avoir l'œil. Donc, nos États sont condamnés à avoir de la présence militaire, certes, mais à être fins du point de vue géostratégique, du point de vue diplomatique et du point de vue de l'économie, parce que tant qu'on ne résout pas le problème vicieux qui est celui de l'économie et celui de la pauvreté de nos populations, on alimente un peu, on alimente ce terrorisme-là qui se nourrit de toute la désorganisation qui a été dénoncée maintes fois par plusieurs acteurs, mais qu'on a entretenu, qu'on a nourri et qui actuellement participe à la déstabilisation de nos États. Lorsque vous prenez la bande sahélienne, lorsque vous prenez les États côtiers, lorsqu'on vous parle de la piraterie au niveau du golfe de Guinée, on vous parle du nord du Nigeria, Boko Haram, le Burkina, le Mali, tout ça, toutes ces zones sont des zones conflictuelles qui se sont nourries du désengagement de l'État. Alors, Germain Pouli, les analystes pensent également que des anciens cadres du régime Blaise Compaoré peuvent apporter leur touche. C'est vrai que Gilbert Diendéré est en prison, il y a également Djibril Bassolé, même le président Blaise Compaoré, lui, il est en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils peuvent apporter quelque chose et comment? Oui, pourquoi pas, ils peuvent, parce qu'en leur temps, les Burkinabés ne vivaient pas, parce qu'ils vivent aujourd'hui, même si les circonstances ne sont pas totalement les mêmes et que les mouvements djihadistes ont eu le temps de s'étendre un peu plus, les Burkinabés pensent que les autres étaient efficaces et qu'en leur temps, ils ne connaissaient pas ce problème d'insécurité. Alors certains même sont allés très loin en faisant croire ou en insinuant que Blaise Compaoré négociait la paix en son temps. Alors si telle est que cette idée marche bien dans ce pays, c'est que j'en serais tenté de dire il faut aller voir les anciens collaborateurs de Blaise Compaoré, pourquoi ils ne mettraient pas leurs relations, leur réseau, leur façon de faire, ce qu'ils faisaient avant pour qu'on soit dans la quiétude. Donc ça pourrait être une solution. Christian Roch Marc-Kaboré lui-même étant un ancien aussi proche de Blaise Compaoré, je pense qu'il pourra, si c'est nécessaire, si une partie de la solution passe par ces gens-là, s'ils existent encore, s'ils sont au pays, ça serait une bonne chose. Donc aujourd'hui, il va mûrir la réflexion, parce qu'il ne s'agit plus de composer un gouvernement, il faut composer un gouvernement de combattants. Ouais. Donc lui-même doit être le commandant en chef de cette nouvelle unité gouvernementale-là qu'il est en train de monter. Et toutes les pistes sont à explorer parce qu'il sent le danger venir, il sent que les populations sont tabous et qu'elles commencent déjà par réclamer son départ. Là, il a gagné du temps, il a gagné un peu d'apaisement parce qu'il s'accorde avec les Burkinabés sur le fait que le gouvernement est incapable. Là, lui, sa responsabilité. Il a pu l'extraire du lot, donc il faut maintenant mettre en place des gens qui sont capables. Et si ça passe par des anciens collaborateurs de Blaise Compaoré, je pense que le président du Faso n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, selon vous, il y a d'autres stratégies? Non, vous savez, aujourd'hui, je pense que toutes les stratégies sont les bienvenues pour résoudre cette épineuse question. Et je pense que parlant tout à l'heure de l'ordre d'organisation, en partie le président Bazoum l'a reconnu récemment avec le forum de sécurité qui a été tenu courant cette semaine au niveau du Sénégal, où il a affirmé, il a reconnu la capacité d'organisation supérieure des groupes armés. Il a reconnu, et je pense que tous les États d'abord aujourd'hui, depuis qu'on parle donc de cette question depuis 2012, bientôt près de 10 ans, où le Mali a été donc le premier pays à pouvoir faire face donc à ces incursions djihadistes et qui a repoussé vers le Burkina Faso.
on a tout mis en place, c'est vrai que ce qui est dit par-ci, par-là, aujourd'hui, on a tout scruté. Voilà pourquoi moi, je ne suis plus, en fait, d'accord qu'on puisse prendre les passifs des pays liés donc à cette question de pauvreté qui gangrène, en tout cas, qui est le maillon fécond en réalité de ce terrorisme-là, qu'on puisse scruter aujourd'hui d'autres éléments. Et donc, parlant des autres éléments, c'est justement le fait que aujourd'hui, on peut dire, voilà, les commandos pratiquement, le cercle fermé de Blaise Compaoré peut en être pour quelque chose. Puis, entre-temps, d'ailleurs, même Blaise Compaoré avait même proposé ses offres pour résoudre ces crises-là. Je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on puisse véritablement repenser les plaies qu'on a connues, tout ce qui est lié à la question de jugement des acteurs, etc. et pouvoir mettre, disons, l'essentiel. Enfin, et l'essentiel aujourd'hui, j'estime que c'est tous ces acteurs-là qui comptent mener la lutte pour lutter contre ce problème-là, parce qu'on ne va pas se focaliser sur ces acteurs-là qui ont véritablement donc, des passifs liés à leur gestion du pays, etc. et oublier que chaque jour que Dieu fait, qu'il y a des morts, ils sont des morts de trop. Et je pense que les stratégies mises en place aujourd'hui qu'on n'avait pas connues par le passé étaient cette stratégie de pouvoir mener des actions ciblées et en commun accord avec d'autres pays. Le Togo en a fait avec d'autres pays également. On a vu hier, il y a aussi un rapport qui a été fourni où le Burkina Faso et le Niger ont mené conjointement des actions qui ont produit donc des résultats probants. C'est vrai qu'il y a des éléments qui ont été perdus dans ce combat offensif, puisque depuis lors, c'est la défensive que jouaient tous ces pays-là. Pour la première fois, on a commencé déjà par mettre ensemble ces savoir-faire militaires pour arriver véritablement donc, à faire face à ces groupes djihadistes-là. Ce sont des éléments déjà nouveaux qui commencent déjà par émerger, qui donnent des fruits. Je pense qu'au-delà de la question militaire, moi je le dis toujours, en temps de guerre, les armes ne font pas tout. La situation diplomatique est là et d'autres éléments. Je pense que comptant sur ces autres éléments, il faudrait que ces acteurs-là, comme venait de le dire, soient mis à contribution pour arriver véritablement donc, à rompre le fil de terrorisme. Oui, moi je voulais ajouter quelque chose, c'est justement sur, si vous voulez, les anciens de l'État de la politique burkinabé que sont Blaise Compaoré, Bassolé et ainsi de suite. C'est que le phénomène qui se passe au Burkina pose le questionnement de la structuration de nos États, notamment au niveau du renseignement et au niveau de l'armée. C'est dangereux, à mon sens, d'être dans quelque chose où on a l'impression que c'est un individu qui est censé, comment dirais-je, travailler pour l'État, qui a des contacts personnels avec des groupes armés. C'est-à-dire on en parle comme si c'est lui qui a le réseautage. En réalité, son réseautage, comment dirais-je, il peut être un représentant, il représente l'État. Lorsque on a et ça c'est important pour moi, lorsqu'on a des représentants comme des anciens chefs d'État, je n'ai pas encore vu, hormis en Afrique, des États qui acceptent d'exporter ce type de prisonniers alors qu'ils détiennent des informations sensibles du pays. Et alors, sans qu'on organise même leur débriefing, on n'aurait pas dû laisser le président Blaise Compaoré sortir du Burkina sans assurer le débriefing, c'est-à-dire tout un ensemble d'informations sensibles à la sécurité de l'État qui, en réalité, appartiennent à l'État. Parce que cela sous-entend... était dans une période difficile. Oui, mais cela sous-entend que... François Hollande qui a demandé... Oui, mais c'est pas normal que le président François Hollande demande. Pourquoi il intervient? C'est là où on parle comment dirais-je, c'est là où les gens se lèvent et parlent des interventions françaises. Ça veut dire qu'en grosso modo, si par exemple il advenait, je ne le souhaite pas, que M. Blaise Compaoré décède, ou bien que M. Diendéré décède, ça sous-entendrait que la sécurité de Burkina n'a plus de solution viable. Ouais. C'est ça le problème. Non. Lorsque, si par exemple demain il advenait qu'on nomme, je ne sais pas, Germain président de la République, et que il... Je serai dans le gouvernement. Et que son statut le mène à gérer un certain nombre comment dirais-je, à entreprendre un certain nombre de démarches avec des groupes, des terroristes, des États, des diplomates. On a vu à l'époque ici au Togo le général Eyadema qui s'occupait du problème sierra-léonais.
Donc un certain nombre, il y a tout centrafricain, il y a un certain nombre d'éléments d'informations, tout ça qui sont stratégiques, qui sont vitales, c'est du renseignement. Mais le jour où Germain quitte le pouvoir, mais il doit être débriefé. Ces renseignements-là, ils passent d'une personnalité à l'autre. Sinon, cela sous-entend que, par exemple, lorsque l'on a, par exemple, quelqu'un comme, je prends un exemple, on prend le cas de Kabila et Tshisekedi. Kabila qui quitte le pouvoir, Tshisekedi qui arrive au pouvoir. Ça sous-entend que Tshisekedi qui arrive au pouvoir n'est au courant d'aucune information stratégique acquise par l'État congolais sur toute la période où Kabila a été au pouvoir. C'est ça le danger. Donc, moi, ce qui m'a choqué dans le cas de Blaise Compaoré, dans le cas de Laurent Gbagbo, dans le cas d'un certain nombre d'acteurs africains, c'est que dès qu'il y a une crise, justement, l'on voit les Occidentaux intervenir pour que le responsable, celui qui détient les renseignements, celui qui a mené la géostratégie du pays, se fasse exfiltrer. Lorsque vous prenez quelqu'un comme le président Compaoré et que vous l'exfiltrez sur la Côte d'Ivoire, cela sous-entend que les renseignements du Burkina tombent sur la juridiction ivoirienne. Ils en font ce qu'ils veulent, cela leur appartient. Lorsque vous exfiltrez quelqu'un comme Laurent Gbagbo, vous le ramenez à la CPI, mais tout ce qu'il contient, qui le débriefe, qui l'interroge, et ainsi de suite. Les pays européens, ils n'ont pas ça. Vous avez eu de grands assassins, des gens qui ont kéroyé, qui ont comme Napoléon. Napoléon, lorsqu'il se fait attraper, capturer, et se fait condamner, on l'enferme, il ne quitte pas la France. Vous avez le scandale, ne serait-ce que l'intervention de Sarkozy. Vous n'aurez jamais comment on appelle, on ne vous déportera jamais Sarkozy pour vous l'emmener en Libye. Vous allez aux États-Unis, même chose, on vous dit que lorsqu'un militaire américain commet quelque chose à l'extérieur, vous n'avez pas le droit, vous devez le ramener aux États-Unis. Oui, c'est vrai que je ne suis pas totalement d'accord avec cela. Jusqu'à ce niveau de gouvernance d'un pays, pouvoir être en mesure de pouvoir saboter pratiquement l'organisation du fait que vous avez eu des secrets d'État. C'est très difficile. C'est vrai que, vous savez, le passage de main d'un pouvoir à un autre dans nos pays africains ne sont pas souvent mis sur la place publique. Et je parle aussi sous le contour du fait que nous avions toujours dit ici que nos institutions sont la photocopie pratiquement des institutions de nos pays qui nous ont colonisés ou les pays du Nord. Ça veut dire quelque part que les actifs liés à la gouvernance d'un pays pour les passer, nous avons plein d'exemples. C'est vrai, comme je le disais tantôt, lorsque nous prenons pas dans le passage de main au niveau des États-Unis, c'est d'abord public et vous prenez pratiquement près de 3 mois, vous avez déjà votre gouvernement. Lorsque vous êtes élu, ils sont déjà mis à contribution avec l'autre gouvernement sortant, etc. Vous apprenez un certain nombre de choses avant que vous n'arriviez. Je pense que la tradition est toujours aussi respectée en Afrique, sauf que chez nous, on en fait une chose occulte, on occulte pratiquement ce débat-là qui n'est pas aussi mis à la portée de tout le monde, ce qui fait qu'on a toujours tendance à croire que lorsqu'un président est aussi puissant soit-il, lorsque nous prenons le cas de Blaise Compaoré qui a dirigé le pays à plus de 20 ans, 21 ans, je pense, 27 ans, pour être précis. Vous convenez avec moi que quelqu'un qui a dirigé un pays, ça voudrait dire qu'il y a un degré de nationalisme qu'on ne peut pas aujourd'hui le lui affecter et qui puisse, pour des raisons ou à une autre, de pouvoir donc aller livrer ses secrets à compte tenu du fait qu'il n'est plus donc au pouvoir, j'en doute très fort. Et je pense que si tel était le cas, c'est lui-même qui a appelé d'abord en premier lieu à pouvoir donc apporter cette contribution à lutter contre ce pouvoir. Sauf que notre mauvaise compréhension donc, de la chose aujourd'hui, on est beaucoup plus tacite sur ces passifs que de pouvoir contribuer à pouvoir résoudre un problème actuel font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas facilement à accepter cette main tendue. Et je pense que le président, même s'il en veut, le président actuel, Macky Sall, même s'il en veut, il pense également à ce que l'opinion dira par rapport, disons, à cette main tendue. Pour que cela n'affecte pas sa gouvernance actuelle. C'est ce qui fait que peut-être dans les coulisses, aujourd'hui, étant donné qu'ils ont d'abord reconnu que les armes et tout ce qu'on a mis en place n'a pas permis de résoudre le problème, il faudrait quand même partir par des diplomaties de couloir pour arriver. Je suis certain que cette diplomatie de couloir-là se joue
mais se joue en off, ce qui fait que nous ne sommes pas tenus informés. Mais je pense que ce serait quand même maladroit de pouvoir penser que Marc-Christian Kaboul ne puisse pas, d'ailleurs même il a été aussi un lieutenant de Blaise Compaoré, il ne puisse pas puiser dans ces éléments-là. Peut-être facile. Tout à fait, pour résoudre ce problème-là. Allez, on marque la pause pour le journal et on revient avec vous, nos chers invités, pour la suite.